que nous démarrions. Comme ça, on aura tout notre temps pour échanger sur le sujet. Voilà. Éric, je vous passe la parole. Merci Véronique, ravi de vous retrouver à distance. Et sympa de voir des visages, effectivement. Ça change tout quand on est en Zoom. On a tous vécu ça pendant longtemps. Donc, voilà ce que j'ai prévu. J'espère que ça va vous aller. En gros, ce que je n'ai pas prévu, c'est de vous faire une présentation PowerPoint et plus d'être dans quelque chose de l'ordre de l'échange, de l'interaction et d'être plus aussi dans l'histoire telle que je l'ai vécue, moi, de la rencontre avec l'organisation apprenante. Tout ça avec des questions qui, je l'espère, viendront au fur et à mesure de l'intervention. Voilà, donc j'espère que c'est OK pour vous, plus dans un format échange que dans un format formation. Voilà. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Éric Médé. J'ai passé 29 ans à L'Oréal. L'Oréal qui m'a donné l'occasion de venir très souvent à Bruxelles, puisque j'ai eu un parcours d'abord en France de commercial, marketing, business developer, encadrer des équipes. Je suis parti aux États-Unis découvrir une marque américaine qui s'appelle Redken, qui est assez présente justement en Belgique. Et ensuite, je suis passé à l'international avec une direction de zone Europe, 12 pays d'Europe, dont la Belgique, justement. Redken, à l'époque, était à Gand, Ghent, c'est ça, plus avec l'accent peut-être. Donc, j'allais souvent à Bruxelles. Et puis, la dernière partie de ma carrière, qui a duré 12 ans, a été une aventure totalement intrapreneuriale qui m'a amené à créer la première université de L'Oréal sur une marque américaine, donc j'y reviendrai. Ça, c'était en 2005. Et puis ensuite, de cette université, une académie. Donc l'université a été lancée dans 55 pays, l'académie a été lancée dans 75 pays. Et puis après, cette académie qui concernait à peu près 15 000 personnes, on est passé à la L'Oréal Business School qui concernait à peu près 500 000 personnes dans le monde. Et enfin, le dernier projet, avant de quitter L'Oréal en 2015, donc je suis parti, a été de créer la Retail Academy de L'Oréal pour un scope de à peu près 1 million de personnes, quasiment. Donc, tout ce qu'on appelle les beauty advisors, c'est-à-dire toutes les personnes qui conseillent en matière de beauté les clients, que ce soit dans les aéroports, dans les salons de coiffure, dans les centres d'esthétique, ainsi de suite. Que vous dire? Donc, je suis indépendant aujourd'hui, nouvelle vie depuis 6 ans, complète nouvelle vie. Après 29 ans de salariat, j'ai découvert les joies de l'aventure entrepreneuriale, pour le coup, en étant coach et consultant. Je m'étais formé à l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers en 2008-2009. Pour certains, peut-être à qui ça réveille quelque chose. Donc, Rogers, c'est l'approche centrée sur la personne. Et puis, avant de quitter L'Oréal, je suis reparti sur les bancs de l'école. Donc, j'ai fait un master de recherche en psychologie positive appliquée à Cambridge et j'ai découvert aussi la démarche appréciative, Appreciative Inquiry. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose aussi, peut-être à certains. Bon, voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, il y a ce mélange de l'expérience de L'Oréal, de la psychologie positive, démarche appréciative et j'accompagne aussi bien en individuel qu'en collectif. Bon, cela étant dit, je suis président de l'association Sol France, Société pour l'organisation apprenante. Donc, quelques mots de l'association et après, je vous raconterai comment j'ai rencontré cette association. Mais l'association aujourd'hui, c'est à peu près 80 membres. La raison d'être de l'association, c'est de cultiver l'énergie d'apprendre, aussi bien au niveau individuel que collectif, au service d'un développement durable et conscient de la société. C'est une association qui existe depuis plus de 20 ans, 24 ans exactement, et qui s'est constituée à partir des travaux de Peter Senge, on va y revenir, qui est finalement celui qui a conceptualisé la notion d'organisation apprenante.
Cette association, elle est composée de 4 collèges, un collège de chercheurs, puisque à l'origine, l'organisation apprenante, c'est donc le MIT, donc la recherche est toujours au cœur de l'association, un collège de chercheurs, et on mène régulièrement ce qu'on appelle des recherches-actions. On en a mené une d'ailleurs en 2020, en créant un chercheur collectif, c'est-à-dire une trentaine de membres de l'association qui se sont retrouvés pour créer ce chercheur collectif. Et on a enquêté auprès de près de 60 organisations sur finalement la pertinence. On voulait vérifier que les 5 disciplines dont on va parler étaient toujours pertinentes en 2020. On a eu la bonne surprise de découvrir que oui, c'était toujours pertinent. Ça nous a amené donc à publier près de 600 pages à travers différents rapports, à tourner un documentaire de 56 minutes. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site de Solfrance, si ça vous intéresse. Donc, un collège de recherche, un collège d'organisation, tout type d'organisation, ça peut être des sociétés du CAC 40, comme des associations. Donc, c'est vraiment organisation au sens large. On a eu le CNFPT, qui est le Centre national de la fonction publique et territoriale, donc public, privé, c'est vraiment tout type d'organisation. Un collège de coachs et de consultants, justement, qui accompagne la mise en œuvre de cette démarche d'organisation apprenante. Et enfin, un collège plus récent, qui a 6 mois, d'étudiants et de jeunes entrants dans la vie active, qu'on associe aussi au conseil d'administration pour bénéficier de leurs nouvelles perspectives aussi en tant que soit futurs acteurs de l'emploi ou jeunes entrant sur le marché de l'emploi. Et donc, Sol, peut-être pour finir, délivre des formations, une formation qui s'appelle le Leadership en 5D, qui est justement comment, en tant que leader, intégrer les 5 disciplines de l'organisation apprenante, et puis des événements aussi thématiques. Voilà, j'espère avoir été assez clair. De toute façon, je répondrai à vos questions au fur et à mesure. Peut-être avant de parler de l'organisation apprenante, l'idée aussi, c'est justement d'essayer, même à distance, de créer un peu une expérience apprenante. Et chez Sol, il y a une marque de fabrique qui sont les conversations. Alors ça, si j'ai bien compris, ce n'est pas quelque chose de neuf pour Epsilon. Des conversations apprenantes, des conversations authentiques, bien sûr. Et ce que je vais vous proposer, c'est avec l'aide de Véronique, de vous retrouver, alors peut-être, je ne sais pas combien on est au total, là. 18. 18, voilà, 6 groupes de 3, ça serait super, si c'est possible. 6 groupes de 3, et donc, je vais vous proposer d'échanger pendant une dizaine de minutes autour de 2 questions. La première, c'est pourquoi vous êtes venu, pourquoi vous êtes là. Et la seconde, c'est qu'est-ce que vous savez de l'organisation apprenante? Voilà. Qu'est-ce que vous en savez? Quelle représentation vous en avez? Et ce qui serait sympa, donc, j'imagine que vous avez l'habitude donc de bien garder le temps pour que chacune des 3 personnes puisse s'exprimer dans ces 10 minutes. Et peut-être qu'on ait une petite synthèse rapide de chaque groupe, pour partir de justement ce qui est ici présent maintenant et pas être dans un cours didactique de sachant. Voilà, je pense que vous savez plein de choses et en tout cas que vous avez plein de représentations. L'une des disciplines étant les modèles mentaux. Ça m'intéresse de voir quels sont les modèles mentaux aujourd'hui de votre collectif sur ce concept d'organisation apprenante. Déjà, merci d'avoir branché vos caméras pour ceux qui le peuvent. C'est vraiment beaucoup plus sympa. Et peut-être partir de ce qui est sorti de vos échanges un petit peu, donc sur pourquoi vous êtes là. Et alors, on ne va pas rentrer dans l'exhaustif, mais c'est vraiment en synthèse, si une personne de chaque trio veut bien exprimer pourquoi on est venu, et puis les représentations qu'on se fait de l'organisation apprenante. Ah, tout à fait. Je veux bien. J'ai pris note dans notre groupe qui est composé de Marc et Frédéric.
Et alors, la synthèse, donc, on a beaucoup d'intérêt, tous les trois, pour le développement des organisations. Frédéric en tant que coach formateur en entreprise et Marc en tant que responsable au niveau de la formation de la police. Et ce qu'on définirait comme organisation apprenante, c'est une organisation où il y a la culture d'apprentissage, une culture où on est capable de se remettre en question, où on va saisir le maximum d'occasions, pour ne pas dire toutes les occasions pour apprendre et se développer. Les mots comme growth mindset sont sortis aussi. Voilà, donc ça c'était pour ce qu'on en pensait. Et Marc, en train de discuter et sans transition, on a été éjecté dans le grand groupe. Donc je ne sais pas si Marc ou Frédéric veulent ajouter quelque chose. Bon, ben, je pense que c'est pas mal déjà, c'est pas mal pour. Voilà, on va faire un tour rapide. Merci beaucoup. Merci. Qui veut prendre la suite? Voilà, moi je fais partie d'un groupe avec Karine et Alexandra, un peu hétéroclite parce qu'on s'occupe aussi bien d'une formation dans SPF que dans un hôpital, que dans un secteur métallurgique. Je ne sais plus comment le formuler exactement, Alexandra. Donc voilà, et on n'avait pas forcément la même, ce qui nous a amené à la formation, c'est pas forcément la même chose. Moi, le concept d'organisation apprenante, j'aime bien. J'aime bien parce que ça me permettrait d'arrêter de donner des cours, selon moi. C'est un rêve. Donc, on va arrêter d'organiser des cours et on va faire en sorte que l'information, la bonne méthode de travail, tout circule automatiquement, qui est tout ce qu'il faut, du feedback, des réunions, pas forcément des réunions, mais des échanges. Voilà. Karine, elle cherchait plus à appréhender le concept parce qu'elle était intriguée par le concept. Tu me contredis s'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et Alexandra, elle était surtout interpellée par les 5 dimensions, les 5D. Je ne sais pas si ce sont des dimensions. Oui. Donc, pour aller peut-être plus loin, pour voir si elle avait toutes les cartes en main pour éventuellement travailler dans la bonne direction. Alors, moi, j'étais avec Fabrice et Isabelle. On était aussi dans un groupe hétéroclite avec des personnes qui travaillent dans plutôt service public, une personne qui est dans une organisation et une accompagnatrice indépendante d'organisation. Et tous branchés, motivés, learning et development, développement des personnes, apprentissage. Et on est resté à un niveau plutôt, j'ai envie de dire, philosophique. Donc, il y en a un parmi nous qui a lu le livre et qui se demande, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut appliquer ça concrètement? Il y avait aussi cette idée de sortir de l'approche top-down finalement et que ça soit plus un savoir qui est possédé par des personnes qui du coup détiennent du pouvoir, mais vraiment l'idée de pouvoir augmenter l'autonomie, la responsabilisation des personnes. Alors, on liait ça aussi aux outils numériques. Et alors, une parmi nous arrive ici plutôt branchée par les organisations en termes de gouvernance partagée, et cette impression, cette intuition que les deux, que c'est un peu deux faces d'une même pièce, et que les deux peuvent jouer ensemble et que l'un peut renforcer l'autre. Je ne sais pas s'il y a un oubli ou quelque chose d'autre sur lequel vous auriez envie, Isabelle et Fabrice, de mettre l'accent. Voilà, en tout cas, intéressé de savoir comment l'un peut renforcer l'autre. D'accord, génial, merci. Je vais peut-être enchaîner alors, parce qu'il y a un sujet qu'Aïcha vient d'évoquer qui était aussi évoqué en point d'interrogation, parce que c'était à ce moment-là qu'on était coupé aussi dans notre élan, mais 3 horizons différents aussi, soit vraiment service de formation dans une structure, soit service de formation externe, soit indépendant dans la formation, avec donc Caroline et Stéphanie. Ce qui nous amène toutes les trois, c'est de la curiosité, envie d'en savoir plus, et surtout envie de concret, parce que je pense que toutes les trois, conceptuellement parlant, on a l'impression en tout cas de voir ce dont il s'agit,
et en même temps envie de concret. Et pourquoi j'ai repris la main juste après Aïcha, c'est parce que Aïcha parlait de gouvernance partagée, et la question sur laquelle on a terminé, c'est est-ce que ça implique un aplanissement des organigrammes? Point d'interrogation. Et puis sinon, ce qui était évoqué aussi, c'était le droit à l'erreur, le développement des compétences individuelles et collectives, et tout ce qui est justement nouveaux outils d'apprentissage, nouveaux types d'apprentissage, nouveaux moyens d'apprentissage, avec un exemple notamment la visio dans lequel nous avons été tous plongés il y a quelques années de cela maintenant déjà. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Au suivant. Très bien, merci. Ok, Antoine, donc j'étais avec David et Pascal. Alors, on s'est trouvé un peu dans un cas particulier. En tout cas, on était certainement 2 sur 3 à être des ignares, enfin, se poser en ignare total de l'organisation apprenante. C'est-à-dire que c'est là pour ça qu'on y est. C'est parfait. On est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est qu'on veut savoir et comprendre, même si à mon avis, on sait beaucoup plus de choses qu'on ne sait. Et la troisième personne avait 2-3 bribes. Donc, juste partager, c'est-à-dire des réflexions. Qu'est-ce qui se passe si on fait un groupe avec des gens qui ne savent pas, mais en même temps, déjà, on commençait déjà à ouvrir, je dirais, notre savoir et on pouvait commencer déjà à le construire sur base de nos non-savoirs et des bribes. Et puis, ce qui était intéressant, c'est-à-dire que ça crée aussi une dynamique parce qu'on n'est pas seul et on est déjà à 3 à réfléchir au sujet. Ce que je peux aussi ajouter comme réflexion, c'est qu'il y a quand même eu un apprentissage, mais qui n'avait rien à voir avec la théorie du sujet, mais avec à propos de Zoom, puisque j'ai aidé Pascal à adapter son nom dans sa vignette. Donc voilà, donc il y a eu un apprentissage, un partage de savoir inopiné. Et donc je pense qu'on peut amener que c'est gérer l'entreprise apprenante, si j'en déduis de ce que j'ai retenu, parce que bon, on n'a pas eu le temps de faire une synthèse évidemment, c'est une dynamique d'apprentissage et pas seulement, voilà, on va apprendre parce qu'il y a des formations, il y a des moments dédiés, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à notre vécu, nos échecs, nos soucis, nos problèmes, nos échanges, mais qu'on peut se mettre dans une dynamique d'apprentissage à tout moment, je dirais, de la vie de l'organisation. C'est un peu mon résumé très subjectif. Je n'ai pas eu le temps, évidemment, de valider avec les autres membres du groupe. Je peux dire un mot. En fait, j'étais avec Sabine et Jeanne. Donc, on a parlé... Il y a aussi beaucoup de curiosité sur ce que vous allez présenter. Et la synthèse, c'est un peu aussi que le fait que les ressources humaines, aujourd'hui, sont peut-être surchargées par des attentes et que cet outil peut permettre de remettre comment dire, les enjeux aux bons endroits. Il y a 3 niveaux, au niveau organisationnel, au niveau des équipes et au niveau individuel. Et les outils de ce modèle peuvent être utiles pour les ressources humaines aujourd'hui. D'accord. Merci. Bon, alors déjà ce qui est intéressant, mais enfin bon, c'est juste la confirmation. J'imagine que vous êtes là et vous l'avez exprimé parce qu'il y a de la curiosité, parce qu'il y a de l'intérêt. Et quand on parle d'apprenance, enfin, on va s'expliquer sur le mot apprenance. En tout cas, dans le cadre de l'organisation apprenante, on parle plutôt d'apprenance que d'apprentissage. Donc, tout démarre avec ce désir d'apprendre, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Donc, vous avez déjà dit beaucoup de choses, culture de l'apprentissage, la notion de remise en question, qui fait aussi le lien, me semble-t-il, avec ce qui a été exprimé en termes d'échec, en tout cas de droit à l'erreur, de growth mindset, on y reviendra parce que c'est vraiment un sujet de la recherche justement du champ de la psychologie positive. C'est d'ailleurs intéressant de voir comment les 5D, ce sont les 5 disciplines. Voilà, Peter Senge parle de discipline et j'expliquerai pourquoi après. Mais c'est intéressant de voir que ces 5 disciplines, donc le livre La 5e discipline a été écrit en 1990, et de voir que la psychologie positive, ça démarre en 1998, et de voir comment des notions aujourd'hui qui sont issues de la recherche, dont le growth mindset par exemple, avec Carol Dweck, qui est prof à Stanford, où on en parlera aussi, la notion de sécurité psychologique. Alors, je pars du principe que
enfin, vous connaissez beaucoup de choses et en même temps, vous ne connaissez peut-être pas obligatoirement ce que je dis, ou en tout cas dans ce contexte-là. Donc, c'est pour ça que je vais faire des liens. J'ai entendu parler de… Ouais, alors, il y a, semble-t-il, dans vos questionnements, un sujet aussi autour de la gouvernance, gouvernance partagée, organigramme qui s'aplatirait, enfin bon, au sens de ouais, comment ça se gouverne, tout ça. Il y a manifestement aussi un questionnement autour de l'impact que ça a en matière de formation stricto sensu, c'est-à-dire les nouveaux outils de formation, que ça soit Zoom, que ça soit le e-learning en général. Bon, voilà, moi, c'est les grands thèmes que j'ai identifiés à ce stade-là. Alors, juste pour préciser que, effectivement, comme je l'ai dit, s'il faut montrer des slides, j'en ai bien sûr à montrer, mais bon, on verra si on peut faire son slide. Quand on a parlé au départ avec Véronique et les autres personnes qui ont été impliquées dans cette organisation, l'idée, c'était de vraiment en faire un premier contact, une initiation, plus donc une ouverture qui peut-être par la suite prendra une autre forme, mais qu'une pure formation. Ça, c'est une chose. Donc, ce n'est pas une formation, de mon point de vue. Et d'autre part, moi, je ne suis pas un formateur. Je ne suis pas un formateur. Alors, c'est peut-être un peu provocateur, ce n'est pas l'idée, mais je me considère plutôt comme un facilitateur. Voilà. Et globalement, pourquoi je vous dis ça? Parce que d'abord, je ne suis pas un formateur professionnel. Je suis arrivé à ça et je ne l'ai pas abordé justement sous cet angle, c'est-à-dire l'angle, en gros, et pardon, hein, vraiment, s'il y en a certains ou certaines qui je ne veux pas, comment dirais-je, ce n'est pas une question de remettre en question ce qui peut être fait en tant que formateur ou formatrice, mais c'est plus, pour le coup, justement, d'ouvrir peut-être un nouveau modèle mental et de se dire que, de façon classique, et dans l'organisation d'avant ou dans l'école d'avant, c'est le prof qui sait. Voilà, le prof sait, le formateur sait, et les autres sont là pour apprendre. Ce qui crée, de fait, un échange et des postures, aussi bien de l'apprenant que du sachant, qui enferment un peu dans un certain système. Dans l'approche de Carl Rogers dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est à l'origine aussi de la pédagogie, d'ailleurs centrée sur le groupe, l'idée est de partir du principe que les gens qui sont là, vous qui êtes là, même à distance, vous savez plein de choses. Et comme l'a dit quelqu'un, finalement, on est ignare, mais on sait peut-être plus de choses qu'on en a conscience. Voilà, donc, il y a quand même, de mon point de vue, un parti pris qui est de dire ces personnes-là, elles en savent beaucoup. Mais elles sont souvent au stade de « elles ne savent pas qu'elles ne savent pas ». D'accord ? Les 4 stades de l'apprentissage, je ne sais pas que je ne sais pas. Tout d'un coup, je sais que je ne sais pas. Là, il se passe un truc. Je sais que je ne sais pas. Et donc, là, généralement, ça ouvre la curiosité. Je sais que je sais. Donc là, je suis concentré sur ce que je fais ou ce que j'apprends. Et puis, le stade ultime, c'est je ne sais plus que je sais. C'est-à-dire je fais les choses naturellement, je les ai intégrées. Donc, voilà, moi, je pars du principe que déjà, vous savez plein de choses et que, donc, même si ce n'est pas un format de formation, c'est intéressant de partir de votre expérience, de vos représentations et de co-construire à partir de ça. Donc, d'être dans une posture plus de facilitateur que de formateur au sens classique. Alors, pour revenir à un peu l'histoire de comment j'ai rencontré l'organisation apprenante. Au départ, donc, cette première université, ça se passe, je suis à Londres, je viens de prendre cette position depuis une quinzaine de jours, c'est un peu une page blanche, et là, je rencontre un directeur de zone, donc ça veut dire membre du comité de direction, qui me dit, Eric, on a racheté cette marque, la Matrix, elle est numéro 1 aux US, on l'a racheté pour les parts de marché aux États-Unis, mais aussi on l'a racheté pour son potentiel d'internationalisation. On va la lancer dans 40 pays en 3 ans. On va passer par des distributeurs, c'est-à-dire un système de commercialisation dans lequel on fait appel à des distributeurs qui gèrent justement la commercialisation sur leur territoire.
à l'échelle d'une région, voire d'un pays. Bon, en tout cas, ce n'est pas le modèle classique de L'Oréal. En général, L'Oréal vend avec ses commerciaux, ses produits et ses marques. Là, donc, on va déléguer cette partie-là, qui est très importante, à des distributeurs. Et donc, il me dit, on va donc avoir, on ne sait d'ailleurs pas, des centaines, des milliers de commerciaux qu'on ne va pas manager en direct. Et donc, comme on est tributaire quand même de leurs compétences, ça serait bien de penser à quelque chose. Voilà. En gros, c'est un brief qui n'est pas beaucoup plus précis que ça. Et il se trouve que le même jour, et ça, c'est au risque de paraître un peu évaporé, mais dans la notion d'organisation apprenante, on le verra, il y a une discipline qui s'appelle la maîtrise personnelle et qui fait appel à une forme d'intuition, à une forme de conviction que tout ne s'explique pas par l'aspirationnel. Voilà, et que quand on est ouvert à ce genre de choses, on provoque des coïncidences ou des synchronicités, appelons-les comme on veut. En tout cas, il se trouve que le même jour, je fais la connaissance du directeur de la formation commerciale au UK et qu'on se retrouve, on accroche très vite et on se retrouve dans son bureau, petit bureau, à écrire 2 jours de formation pour des Polonais, des commerciaux polonais voilà, qu'on doit former 3 semaines plus tard. Donc, autant dire qu'on n'a pas le temps d'apprendre le polonais, que ça va être compliqué et on se pose des tas de questions qui consistent à justement se mettre dans la peau de ces Polonais, enfin imaginer comment eux pourraient nous percevoir et percevoir cette formation qu'on va leur proposer. Donc en gros, c'est de l'empathie, hein, et on a été commerciaux et cadres commerciaux tous les deux. Et on va donc écrire cette formation en se disant, déjà, il faut qu'on parle le moins possible parce que ça va être en traduction simultanée. Donc, le moins on parlera, le mieux ça sera. Très peu de slides, ça veut dire 22 slides de mémoire pour animer 2 jours. Il faut qu'il y ait beaucoup d'interactions parce que les commerciaux, ce n'est pas des gens qui auront l'habitude de rester en place. Donc, il faut que ça soit très interactif, il faut que ça soit fun. Voilà, on se pose toutes ces questions-là et on part en Pologne, on fait notre session, ça se passe extraordinairement bien. Après la Pologne, il y aura la Russie, c'est l'époque encore où on pouvait aller en Russie. Et puis le dernier pilote sera la République tchèque. Et là, moi, c'est un projet qui est en train d'émerger parmi d'autres projets à venir, 8 marques dont je dois m'occuper, pas une seule. Bon, donc je me rends compte assez vite, je n'ai pas de ressources, hein, juste une assistante, on est 2 au départ, donc c'est une vraie création. Je n'ai pas de budget, d'ailleurs, particulier là-dessus, parce qu'on croit quelquefois que L'Oréal, c'est des grands budgets, ce n'est pas du tout ça, en l'occurrence. Et là vient l'idée et pourquoi pas créer une université. Voilà. Et alors là, tout un nouveau champ de questions. Si c'était une université, ça serait quoi? Ça serait un curriculum, ça serait certifiant, ça serait différents modules. OK, mais les modules, il faut qu'ils marchent en Chine, il faut qu'ils marchent en Inde, il faut qu'ils marchent au Brésil, au Japon, en Allemagne. Donc, comment concevoir des contenus à l'échelle de cette complexité? Et puis ensuite, qui va distribuer ces contenus? Je n'ai pas les moyens de faire appel à une boîte de consultants à l'échelle internationale. Donc, comment on va faire? Là vient l'idée de s'appuyer sur l'encadrement commercial de L'Oréal pour justement former ces commerciaux. Donc, aujourd'hui, c'est assez commun, formation de formateurs. En 2005, c'est complètement nouveau dans le monde de L'Oréal. Bon, il se trouve que à peu près à ce moment-là, je suis en train de travailler sur ce projet, je rencontre un consultant et qui me demande ce que je fais, et je lui parle de ce projet. Il me dit, tiens, c'est drôle, ça me fait penser à une organisation apprenante. Et moi, je n'avais jamais entendu parler d'organisation apprenante, donc totalement ignare. Les choses que j'avais faites, je les avais faites de façon totalement empirique par rapport à ma connaissance que j'avais de cette activité commerciale, ma connaissance de la marque, des États-Unis, enfin bon. Mais c'était très empirique.
Et c'était très, alors pour le coup, pas top-down, comme ça a été évoqué, mais très bottom-up. Voilà, parce qu'à aucun moment, on m'a dit il faut créer une université, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut le faire, et tout. Pas du tout. Et je rencontre donc Sol France et je découvre que ce que finalement j'ai initié à l'échelle de façon empirique, ça a été théorisé par un monsieur donc, qui s'appelle Peter Senge et qui, en 1990, a écrit cet ouvrage qui s'appelle « La 5e discipline ». Et alors, avant de vous parler des disciplines en elles-mêmes, je pense que c'est intéressant de revenir aux origines, parce que là, on est avec un chercheur, d'accord, qui conceptualise. Ce qui peut donner la sensation, par moment, il y a une question qui a été posée sur les applications pratiques. Donc, ça peut donner la sensation que c'est très conceptuel et que donc, pas obligatoirement opérationnel par rapport à un moment de l'histoire en plus où on a besoin de résultats, hein, des fois un peu très vite ou trop vite, on le verra. Mais en tout cas, voilà, ça paraît conceptuel. Et ce que j'aimerais en repartant de cette session, j'aimerais que vous disiez que certes, ça c'est pas sur étagère, ça ne s'achète pas sur étagère, une organisation apprenante, mais il y a des chemins pour y arriver. Il n'y en a pas qu'un, il y a des chemins pour y arriver. Donc, revenir aux origines de l'organisation apprenante, c'est quoi? C'est deux personnes, pour moi, qui ont vraiment inspiré Peter Senge. Alors, il y en a une, d'abord, c'est un monsieur qui s'appelle Harry de Geus, qui est dans les années 70 et directeur de la prospective du groupe Royal Dutch Shell. Et c'est les années 70, pour les plus jeunes, ce sont les premières crises pétrolières. Et donc, c'est la première fois où le modèle de Shell, qui est basé sur finalement le prix du baril de pétrole, est remis en question. Et donc, c'est la prise de conscience par ce mastodonte qu'est Shell à ce moment-là, que cette organisation est mortelle. Et Harry de Geus, qui est directeur de la prospective, est très préoccupé par ça et va commencer à étudier. Alors, il a toujours eu cette fibre à côté de son côté opérationnel, mais il va étudier différentes choses, comme par exemple, qu'est-ce qui fait. Ils vont mener toute une étude dans le cas de Shell sur la longévité des organisations. Qu'est-ce qui fait que des organisations ont survécu des centaines d'années, la plus âgée à 700 ans. Et donc, il y a des organisations comme ça qui ont des centaines d'années. Donc, comment expliquer que certaines organisations ont réussi à traverser le temps, malgré les épidémies, malgré les guerres, les catastrophes naturelles. Voilà, ces organisations ont traversé le temps. La moyenne d'âge aujourd'hui d'une organisation, le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 16 ans. 16 ans, c'est la moyenne. Donc là, on parle d'organisations qui ont plus de 100 ans. Et ils vont s'intéresser à ça et ils vont se rendre compte que la cause majeure qui fait que ces organisations ont survécu, c'est que justement, elles ont su apprendre. Au sens, elles ont su s'adapter. Elles ont su, ce qui a été dit, elles ont su se remettre en question. Elles ont su, à certains moments, changer de cap, changer d'activité. Donc, ce n'est pas la seule cause, hein, mais la cause essentielle qu'ils vont découvrir, c'est cette notion justement de capacité à apprendre, avec tout ce que ça sous-entend. L'autre chose que va découvrir Harry de Geus aussi, c'est que s'il demande à des cadres de Royal Dutch Shell d'imaginer des solutions par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent, il n'a pas de réponse, parce que les gens sont enfermés dans ce qui va définir par la suite Senge sous le terme de modèles mentaux. Voilà. Vous avez évoqué aussi la culture de l'entreprise. Voilà, une culture d'entreprise, ce sont des modèles mentaux qui sont inconscients, mais qui agissent sur notre perception de la réalité et donc sur nos comportements. Donc là, ils se rendent compte que les cadres de Shell, effectivement, ils ont des modèles mentaux qui font que quand on leur pose
des questions qui les amèneraient à éventuellement imaginer un modèle différent, ben c'est impossible. En fait, ils font toujours plus de la même chose. Et il va développer l'approche par le scénario, parce qu'il se rend compte que finalement, ce qu'on a oublié quand on est adulte, c'est un peu ce qu'on avait quand on était enfant, cette capacité à faire comme si. Voilà. Et si on était des cow-boys et des Indiens, et si… bon. Et donc, l'approche par scénario, qui est très sérieuse, ça va être d'amener les gens, par exemple, avec des questions comme qu'est-ce qu'on ferait si demain, le baril de pétrole perd 50% de sa valeur? Et là, à partir du moment où on autorise finalement ces cadres à sortir de leurs modèles mentaux, parce que c'est permis, et si, donc là, on peut imaginer, on peut se laisser aller. Là, on a des gens qui deviennent plus créatifs, et donc ça va être un mode de fonctionnement qui va s'instaurer chez Shell. Et enfin, une dernière chose aussi que peut-être, enfin il y en a eu plein, mais chez Harry de Geus qui est intéressante, c'est cette notion d'apprentissage, enfin où il se rend compte que finalement, quand on est adulte, on n'apprend pas par appropriation, c'est-à-dire par justement absorption de connaissances, mais on apprend par appropriation, par accommodation. C'est-à-dire qu'on apprend en faisant. Voilà. Donc la formation, là je vous parle des années 70, et il est déjà précurseur, c'est-à-dire que la formation, lui, comprend que ce n'est plus seulement une question d'acquérir des connaissances, mais vraiment d'apprendre en faisant, voilà, d'apprendre par l'action. C'est ça en fait. Alors, pour faire la transition avec la deuxième source d'inspiration de Singuet, Harry de Geus a écrit un livre qui s'appelle The Living Company. En français, c'est traduit par la pérennité de l'entreprise. Alors, je trouve que c'est super mal traduit. Mais là, c'est pour partager avec vous ce qui a été peut-être pour moi la première révélation sur ce que pouvait être une organisation apprenante, parce que c'est quelque part, il me semble, un postulat de base pour rentrer dans la démarche. Alors peut-être que pour vous, c'est évident, hein, mais pour moi, à l'époque, c'était une ouverture. C'est de considérer l'entreprise comme un organisme vivant. Voilà. L'entreprise, tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'organigramme, d'aplatir des organigrammes. L'organigramme, c'est un pur résultat du taylorisme, de l'organisation machine, de l'organisation conçue par des ingénieurs. Et donc, des ingénieurs, ils créent des systèmes et ça s'est représenté après par des petites boîtes qui ont des liens et ça devient l'organisation. Bon, je pense que pour tous, qu'on ait travaillé dans une grande organisation ou qu'on soit consultant et qu'on accompagne ces organisations, ce n'est pas ça une organisation. C'est une organisation. Un organigramme n'a jamais décrit ce qui fait la substance d'une organisation. La substance de l'organisation, ce sont les relations humaines entre les gens, plus ou moins fluides. C'est la vie, quoi. C'est du vivant. Et c'est ce qu'on ne voit pas dans des tableaux Excel, c'est ce qu'on ne voit pas dans des KPI, c'est ce qu'on ne voit pas dans tout ça. Donc, ce que je vous propose, alors peut-être que pour vous, une fois de plus, c'est acquis, peut-être que pour certains, c'est nouveau, mais c'est vraiment, il me semble, un point de départ pour tout le reste, c'est de se familiariser avec l'idée que l'organisation est vivante. Pour aller plus loin, d'ailleurs, quand on parle d'une organisation, même la création d'une organisation, d'une société, on parle d'une personnalité morale. On parle dans les journaux, on parle d'une organisation comme si elle était vivante, comme si c'était une personnalité. L'Oréal vient de faire ci, Microsoft est en train de faire ça. Donc c'est pas complètement fou de la penser comme vivante. Et puis, une organisation, elle naît, elle se développe, et puis éventuellement, elle meurt. Et il y en a beaucoup plus qui meurent que des organisations qui, justement, se perpétuent dans le temps. Donc, le vivant. Voilà, le vivant, c'est important. C'est important parce que, enfin, c'est essentiel, même parce que une question qui vient souvent, je fais une petite digression, mais une question qui vient souvent, c'est comment devenir une organisation apprenante. Voilà. Ou aidez-moi à devenir une organisation apprenante. Mais si on part du principe que
l'organisation est vivante, elle est par essence apprenante. Donc, ce n'est pas une question d'accompagner une organisation pour qu'elle devienne comme si elle passait d'un stade A à un stade B. Non, non, si elle est toujours là, c'est qu'elle est apprenante. Ce qu'il y a par contre, c'est qu'elle n'est peut-être pas consciente, ou on n'est pas conscient d'être apprenant. Donc, le travail, c'est plus un travail sur, finalement, quand on travaille ou quand on fait ce qu'on fait, peut-être qu'on en sait plus que ce dont on a conscience, et peut-être qu'on est en train d'apprendre, justement. Et qu'est-ce qu'on apprend ensemble? Qu'est-ce que j'apprends individuellement et qu'est-ce qu'on apprend ensemble? Donc, la deuxième personne qui est une grande source d'inspiration, et là, pour le coup, c'est aussi une illustration de ce qui est complètement une organisation apprenante. Avant de peut-être, là, il y a quand même pas mal de gens en caméra, je vous dis que ceux qui ont une carte Visa, lèvent la main. Qui c'est qui a une carte Visa? Voilà, bon, d'accord. Donc, globalement, tout le monde a une carte Visa. OK. Qui c'est qui dirige Visa? Où sont les quartiers généraux de Visa? Comment ça marche, Visa? Comment c'est organisé? Personne ne sait. C'est dingue. On connaît Elon Musk, on connaît Steve Jobs, on connaît Mark Zuckerberg, on connaît Jeff Bezos, tout ça. Mais par contre, Visa, des trillions de dollars, on ne sait pas. Et donc, c'est une organisation gigantesque. Et à l'origine de cette organisation, Visa, il y a un monsieur que personne ne connaît aussi en général, qui s'appelle Dee Hock. Et Dee Hock, dans les années 60, on lui confie la mission à l'échelle des États-Unis, c'est Bank of America, il est employé de Bank of America, c'est le moment où les cartes, alors pas les cartes de crédit comme on les connaît maintenant, parce qu'il n'y avait pas, justement, il n'y avait pas l'informatique qui permettait de faire circuler l'information, donc c'est les premières cartes, les ancêtres des cartes de crédit, ça explose dans tous les États-Unis, chaque banque lance ses cartes, donc c'est un truc complètement délirant. Et là, son patron lui confie la mission à Dee Hock d'essayer d'organiser un peu tout ça. Bon, il n'a pas de ressources, hein, il n'a pas de budget, c'est pareil, il est tout seul, lui et ses idées, par contre. Et il a bien sûr des qualités, notamment celle de penser différemment, et il en a une autre c'est un passionné de biologie. Voilà, il adore observer la nature, et donc, ce qu'il observe dans la nature, c'est qu'en fait, il y a deux grands principes. Il y a un principe de récurrence, donc il y a des choses qui se répètent. Voilà, deux êtres humains, quand ils se reproduisent, ils font un être humain, ils ne font pas une girafe. Donc, voilà, il y a des choses qui se répètent dans la nature. Seulement, si la nature ne faisait que répéter, si la vie ne faisait que répéter, c'est le principe de la copie, hein, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'encre, quoi. Et ça s'appauvrit. Donc, il y a un deuxième principe dans la vie qui est qu'à côté de la récurrence, la répétition, le prévisible, il y a des bifurcations, il y a du chaos. Il y a, à un moment donné, la vie qui fait une expérience, et cette expérience, elle est soit sélectionnée, et elle se poursuit, et c'est une nouvelle espèce, ou alors elle s'arrête. Et donc, il va créer ce concept. Alors, je suis conscient que j'ouvre des portes, hein, mais c'est aussi pour exciter votre curiosité à aller creuser plus loin, ou en reparler plus tard. Il va créer en pensant Visa, parce qu'il n'a pas de ressources, donc c'est vraiment du réseau, c'est le premier réseau Visa, avec cette réflexion, hein, justement, il n'y a pas d'organigramme au sens classique, c'est à l'échelle mondiale, il n'a pas, lui, de pouvoir hiérarchique sur le Crédit Lyonnais, Sumitomo ou la Deutsche Bank. Bon, donc, ça va être beaucoup un travail de réunir les gens, de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, entre des très grandes banques et des moyennes banques. Bon. Et il va créer cette notion d'organisation chaotique. Voilà. L'organisation chaotique, c'est ce mélange de chaos et d'ordre. Trop d'ordre dans l'organisation, ça rigidifie. Hein. C'est ce qu'on vit dans beaucoup de, je ne sais pas comment c'est en Belgique, en tout cas en France, c'est complètement ça.
que ça soit privé ou public d'ailleurs, hein. C'est une espèce de paralysie parce que y a trop de process, trop de normes, bon. Donc ça meurt finalement. Donc trop d'ordre, ça ne va pas. Et bien sûr, trop de chaos, ça ne va pas non plus. C'est-à-dire que la start-up qui démarre au départ sur des principes où tout le monde est super, bosse le week-end, ne compte pas ses heures et tout, il y a un certain stade où ça ne suffit pas, il faut rajouter de l'ordre. Donc finalement, cette entreprise, cette organisation chaotique, elle doit apprendre perpétuellement à se réajuster. Voilà. Donc, avoir justement ce niveau de conscience où individuellement et collectivement, on est capable d'avoir cette réflexivité sur non seulement ce que l'on fait, mais surtout la façon dont on le fait. Donc là, on est dans cette boucle qui est importante dans l'organisation apprenante, hein, d'agir et d'analyser les résultats de l'action. Donc, une boucle de rétroaction perpétuelle, comme ça. Je fais, j'apprends, je fais, j'apprends. Je réussis, j'apprends. J'échoue, j'apprends. Donc, on revient à cette notion de culture et donc de growth mindset, comme ça a été évoqué, état d'esprit de développement. État d'esprit de développement qui vient illustrer justement ce que peut être cet état d'apprentissage. Donc, voilà pour les sources. Et finalement, si on regarde un peu l'évolution dans laquelle on est aujourd'hui, hein, le fameux monde VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu. D'ailleurs, il y a une nouvelle acception qui est plus récente, qui est le modèle BANI. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, BANI, c'est brittle, c'est fragile. Donc, en fait, c'est un chercheur prospectiviste aussi, qui dit finalement le modèle VICA, bon, c'est dépassé, c'est dépassé, ou c'est encore utile pour s'adapter, mais il propose un autre modèle qui est le modèle BANI. Donc brittle, c'est pour fragile, A, c'est pour anxieux. Donc lui dit, on est aujourd'hui dans un environnement qui est fragile, on est dans un environnement qui est anxiogène, on est dans un environnement qui est non linéaire. Ça, c'est important, non linéaire. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir les choses comme on pouvait le faire avant, ou en tout cas comme on pensait, ou on avait l'illusion qu'on pouvait le faire. Et le I, c'est incompréhensible. Voilà. On est dans un monde incompréhensible dans lequel il faut accepter de ne pas savoir. Et donc, on voit bien que dans ce monde-là, on est tous, quelle que soit d'ailleurs la génération dont on fait partie, on est tous, avec la technologie, avec aujourd'hui ChatGPT, enfin ainsi de suite, on est tous dans comment dirais-je, cette injonction à apprendre, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. C'est là, on revient à l'état d'esprit fixe ou développement, mais en tout cas, et c'est vrai à l'échelle individuelle, et c'est vrai à l'échelle organisationnelle. Je voudrais revenir sur la notion d'apprenance. C'est là où on fait la différence entre l'apprentissage et l'apprenance. Comment dirais-je, l'apprentissage, c'est l'idée assez classique du développement de compétences. C'est l'idée assez classique de la formation, des learning for development, et c'est bien sûr nécessaire, hein, c'est important. Si ce n'est que ça ne suffit plus. L'apprentissage, c'est l'idée que j'apprends, je développe une compétence et une fois que je l'ai appris, ça y est, j'ai fini mon apprentissage. Nous, avec Sol, on parle plutôt d'apprenance, au sens où l'apprenance, c'est plus un processus de construction et d'appropriation des connaissances qui se fait de façon perpétuelle. Donc, on est plus dans un processus, dans un désir d'apprendre, une fois de plus au niveau individuel, voire au niveau organisationnel. On parlait de growth mindset tout à l'heure. Comment s'appelle-t-il? Satya Nadella, qui est le 3e CEO de Microsoft, après le créateur Bill Gates et Steve Ballmer qui l'avait succédé. Nadella, c'est un Indien qui est issu d'une famille moyenne en Inde, qui est un jeune ingénieur qui a franchi tous les paliers de cette énorme organisation qui est Microsoft.
pour en prendre finalement la direction. Et lui, le constat qu'il fait, quand il prend la direction, ça va très mal, hein, il perd beaucoup d'argent. C'est qu'en fait, les gens de Microsoft, ils sont un peu blasés. Voilà, ils savent tout sur tout. Ils sont complètement dépassés par les autres, quoi, par Apple, mais par Amazon, par Facebook. Bon, donc Microsoft a raté le tournant. Et il va justement s'appuyer sur le bouquin de Carol Dweck, dont on parlait tout à l'heure, qui est cette chercheuse qui a défini la notion de growth mindset, pour refonder complètement la culture de Microsoft, basée justement sur cette notion d'apprenance et sur cette idée que dans la mesure où on ne peut pas contrôler ce qui arrive, parce qu'on est dans cet environnement, la première qualité qu'on doit développer à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une organisation, c'est notre capacité à accueillir l'inconnu, non pas comme une menace, mais comme une opportunité. C'est-à-dire comment cultiver ce qui arrive et qu'on ne maîtrise pas comme quelque chose qui potentiellement peut ne pas être une catastrophe. Enfin, je vais le dire comme ça. Donc, ça veut dire que c'est effectivement un état d'esprit qui est différent. Au lieu de se renfermer sur soi-même, c'est comment je saisis ce qui arrive et j'accepte que je ne le maîtrise pas. C'est un... comment il s'appelle, Harari, je me souviens plus son prénom, qui dans le livre Sapiens parle de, lui dit, on est passé de l'inconnu connu à l'inconnu inconnu. L'inconnu connu, c'est l'inconnu connu, c'est le monde des budgets, c'est le monde des plans à 3 ans que j'ai connu à L'Oréal, c'est le monde encore de beaucoup d'organisations, c'est-à-dire on planifie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, mais simplement, il y a eu un temps, enfin moi j'ai connu un temps en tout cas où le budget, on arrivait à le tenir jusqu'en novembre. Et puis après, le budget, on le tenait jusqu'en septembre. Et puis après, le budget, on le tenait en mai. Et ben, avec le Covid, le budget, il est parti en live dès le mois de janvier ou février. Donc, c'est cette idée que, certes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévoir, anticiper, mais ça ne suffit plus. Et voire même c'est contre-productif. Parce que si on est trop axé sur la réalisation du plan tel qu'on l'avait prévu, ben, ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment ouvert sur ce qui est en train de se passer. On n'est pas assez agile. Hein, c'est beaucoup pas assez agile, on n'est pas assez ouvert. Donc, c'est comment j'accepte dans cet inconnu, voilà, que c'est un nouveau paradigme. Et là, ben, ça veut dire que oui, il faut apprendre, il faut se remettre en question. Je regarde le timing. OK. Ça va jusque-là? Petit signe du pouce ou de... OK. Alors, peut-être pour effectivement maintenant venir aux 5 disciplines. Donc, le défi pour l'organisation comme pour nous en tant que personnes, c'est comment on passe d'un apprentissage pour survivre, pour s'adapter, à un apprentissage, et c'est ça que propose Singé, à un apprentissage qui est un apprentissage génératif. Donc, comment on passe de la collaboration. La collaboration, c'est déjà très bien. Hein. La collaboration, ça permet de construire des ponts, de diffuser. Donc, c'est travailler avec la collaboration, mais travailler avec selon un plan établi. Donc, le plan établi, c'est qu'on imagine qu'on va construire une usine voilà, on fait des plans de l'usine et puis ensuite, on fait un rétro-planning jusqu'à la pose de la première pierre et on travaille selon les étapes qu'on a prévues. Voilà, ça, c'est le monde inconnu connu, c'est-à-dire le monde dans lequel on peut quand même faire des prévisions par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. Et donc, il s'agit de passer de la collaboration, en tout cas, il faut rester collaboratif, mais il faut rajouter une autre dimension, qui est la dimension de la coopération, c'est-à-dire une dimension de co-création. Bon, exactement ce que je pense beaucoup d'entre vous avaient dû vivre, comme moi, pendant le Covid. C'est-à-dire, tout d'un coup, plus rien ne marche comme ça a toujours marché.
soit je continue à faire comme avant, mais ça ne va pas, soit effectivement, faut qu'on invente, faut qu'on crée des choses totalement différentes, faut qu'on remette en question nos façons de penser, nos façons de faire. Donc, pour passer de ce modèle adaptatif à un modèle plus génératif, c'est-à-dire une organisation qui développe en permanence sa capacité à créer son futur, parce que c'est ça, hein, la proposition de l'organisation apprenante, c'est pas seulement de s'adapter, c'est au-delà, c'est d'agir justement sur son futur. Donc, Peter Senge propose 5 disciplines. Et c'est ça que je voudrais aborder avec vous maintenant. Alors d'abord, pourquoi le terme de discipline? Parce qu'il est plus ou moins positivement connoté. Lui, quand il parle de discipline, il fait référence un peu à l'artisan, c'est-à-dire à l'artisan, aux arts martiaux, c'est-à-dire quelque chose qui demande une pratique quotidienne. Voilà. Donc, ce n'est pas juste le talent, c'est pour ça qu'on est dans le temps long, on n'est pas dans le temps court où on règle des problèmes d'une complexité monstrueuse en 3 jours ou en 2 modules de 2 heures à distance. Non, on est dans du temps de transformation de l'humain. Et c'est d'ailleurs peut-être un peu les limites hein, de ce qui se passe avec les LMS et autres plateformes qui sont nécessaires, mais dont on a cru à un moment donné qu'elles allaient régler tous les problèmes de formation à distance, et dont on s'aperçoit que ce n'est pas obligatoirement la panacée à toutes les difficultés qu'on rencontre. Donc, discipline, on parle de discipline au sens où voilà, c'est un travail perpétuel de remise en question, de recherche d'excellence. Donc, les 5 disciplines, je les présente dans un certain ordre, mais ce n'est pas obligatoirement… voilà, il n'y a pas d'ordre chronologique. Vous rencontrerez d'autres personnes qui pourraient les présenter de façon différente. Moi, je vais partir de 2 disciplines qui sont des disciplines individuelles, plutôt. 2 disciplines qui sont plutôt collectives et la fameuse 5e discipline. Donc, la première discipline, c'est ce que Peter Senge appelle la maîtrise personnelle. Et la maîtrise personnelle, c'est finalement, à l'échelle individuelle, la capacité que l'on a à se connaître. Donc, on s'approche du développement personnel, hein, il y a quand même cette idée-là, à se connaître et à identifier ce qui est vraiment important pour nous en tant qu'individus dans cette organisation. Voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Et au-delà de qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quel sens prend mon rôle, ma fonction dans cette organisation. Peter Senge parle de tension créatrice. Et tout à l'heure, si je vous racontais l'histoire de cette université, c'est que une fois de plus, personne ne m'a dit de créer une université ou après de créer une académie. Tout. Ça a été un comment dirais-je, oui, mon projet dans le projet plus global de l'organisation. Donc, comment ça peut être utile à l'organisation, mais comment je m'approprie ce qui va devenir finalement et ce qui va donner du sens à cet engagement qui va durer 12 ans. Autant dire que jusque-là, je changeais de job tous les 2 ans et demi, 3 ans. Là, je suis resté 12 ans dans la même trajectoire, en refusant des offres et des propositions très alléchantes, mais pour rester dans cette construction et qui, effectivement, va à cette dimension intrapreneuriale, comme je vous le disais, et donc petit à petit va se nourrir et va me nourrir de son développement de plus en plus large. Donc la maîtrise personnelle, ça demande de clarifier en permanence ce qui est important pour nous en tant que personne. Ça demande par exemple, si je fais un lien avec la psychologie positive et les recherches, de connaître ses valeurs. Moi, je suis assez surpris de voir que quand on demande aux gens quelles sont vos valeurs, de façon précise, très peu sont capables de dénoncer clairement ce que sont leurs valeurs.
Donc, c'est à la fois d'avoir une vision personnelle et c'est en même temps de garder les pieds sur terre. Voilà, c'est pas juste, c'est pas juste de la créativité ou être dans l'illusion et dans le rêve. Non, non, je rêve, j'ai un rêve pour moi dans cette organisation, mais un pas après l'autre. Voilà. À L'Oréal, par exemple, on parlait de poète paysan. Voilà, le poète, parce que le poète, il est dans le rêve, les images, l'allégorie, et le paysan, parce qu'il a les pieds dans la terre, il compte ses sous. Voilà. Donc, comment on est poète paysan? Comment on concilie les deux? Et là on retrouve aussi des notions, comment dirais-je, liées à ce que nous dit la physique quantique aujourd'hui. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais en gros, dans le modèle newtonien, on est ou ça. Dans la physique quantique, on est et. Donc, comme on est à la fois les pieds sur terre et en même temps que voilà, on a une idée de ce vers quoi on tend. Donc, ça, c'est la maîtrise personnelle. Je ne vais pas être plus long sur chacune des disciplines. La deuxième, donc, qui est aussi individuelle, c'est la notion des modèles mentaux, la discipline des modèles mentaux. Alors, les modèles mentaux, finalement, ce sont tous les a priori, les postulats, les généralisations, toutes les représentations qu'on se fait, qui sont totalement inconscientes la plupart du temps, qui sont vraies à l'échelle individuelle et qui sont vraies aussi à l'échelle d'un collectif, hein, ce que je vous disais, c'est-à-dire cette culture d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Je pense que vous l'avez tous vécu comme moi, on arrive dans une organisation, par exemple, on est jeune, on commence, et on fait quelque chose, pensant bien faire, et là, il y a quelqu'un qui vient et dit « Ah non, chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas comme ça. » Ça, typiquement, on est en présence de modèles mentaux. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont négatifs, mais je dis, tiens, c'est des modèles mentaux. Chez nous, on ne fait pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en tout cas que ces modèles mentaux conditionnent la perception de la réalité. S'ils conditionnent la perception de la réalité, ils conditionnent nos croyances, et par voie de conséquence, ils conditionnent nos comportements, et conditionnant nos comportements, ils conditionnent les résultats qu'on obtient. Donc, si on est bien avec les résultats obtenus, parfait. Si on n'est pas bien avec les résultats obtenus, ce qui est le cas aujourd'hui quand même dans beaucoup d'organisations, il faut revoir les modèles mentaux. Et il faut en prendre conscience. Donc, c'est pour ça qu'on revient à toutes les disciplines sont liées à parce que c'est déjà individuel. Voilà. Et individuel, et puis ensuite, comment ils se confrontent de façon collective. Si on passe aux disciplines qui sont plutôt collectifs, sachant qu'une fois de plus, tout est dans tout, il y a la notion que d'ailleurs quelqu'un a évoqué tout à l'heure, je trouvais ça sympa, c'est finalement on était 3, mais je ne sais plus, c'était le groupe dans lequel, j'ai aidé quelqu'un à mettre son nom sur son Zoom. Donc, en gros, on a vécu comme une expérience apprenante. Ouais, c'est ça, apprendre en équipe. Troisième discipline, apprendre en équipe, même si une fois de plus, il n'y a pas d'ordre, c'est on n'apprend jamais seul, on apprend avec les autres. Et ça, c'est sûrement aujourd'hui ce qui manque le plus dans beaucoup d'organisations. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur la formation de l'individu à travers une réflexion organisationnelle, justement, les learning for development, tout ça, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire, on réfléchit à un grand plan de développement des compétences à l'échelle de l'organisation. Et ça descend en cascade à travers des modules, que ce soit en digital ou en présentiel, mais des modules qui s'adressent à la personne avec des parcours, des steps, step 1, step 2, step 3, enfin bon, voilà, tout le monde fait plus ou moins la même chose. Donc, on est au niveau micro, au niveau de la personne, on est au niveau macro, au niveau de l'organisation, mais par contre, on n'est pas au niveau méso. Le niveau méso, c'est le niveau de l'équipe. Or, ce que dit Singuet, c'est que c'est dans l'équipe c'est au niveau de l'équipe que les choses se jouent. C'est au niveau de l'équipe que justement on peut prendre conscience plus facilement de nos modèles mentaux. C'est au niveau de l'équipe qu'on peut créer, si le leader, bien sûr, joue son rôle, un sentiment de sécurité psychologique qui nous permet d'innover
à notre échelle. Et c'est parce qu'on va innover à notre échelle en tant qu'équipe que derrière, on va éventuellement pouvoir diffuser dans l'ensemble de l'organisation. Et l'équipe aujourd'hui, c'est plus l'équipe d'il y a 20 ans. L'équipe d'aujourd'hui, elle est instable, elle est transverse. C'est de plus en plus des équipes projets, donc avec beaucoup de diversité, hein, comme dans vos trios. Là, vous disiez, bah oui, c'est ça de plus en plus dans les organisations, c'est de la diversité. Donc, qui dit diversité dit c'est génial parce que c'est la première source d'innovation, la diversité, mais en même temps, qui dit diversité dit aussi modèles mentaux qui s'affrontent. Donc, comment on fait travailler ça à l'échelle d'une équipe? OK. La discipline suivante qui est aussi collective, mais une fois de plus, quand je dis collectif, ça implique chaque individu, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est la notion de vision partagée. La vision partagée, ce n'est pas la vision partagée au sens auquel on entend beaucoup, c'est-à-dire, bon, je vais un peu caricaturer, mais en gros, une pseudo-consultation après un travail en général qui a été fait en chambre au niveau du comité de direction avec des consultants, pour dire, ben voilà, on a la vision partagée. C'est un peu comme pour les valeurs, quoi. Ça y est, ben, voilà, les valeurs, à partir de maintenant, nos valeurs, c'est ça, ou la raison d'être. Voilà, notre raison d'être, c'est ça. Et c'est souvent ben, le petit comité de la direction générale qui a travaillé là-dessus et qui, ben, de façon très descendante, dit au corps social que maintenant, nos valeurs, c'est ça, ou notre vision, c'est ça là. Donc, ce n'est pas comme ça, bien sûr, qu'on voit la discipline de la vision partagée dans le cadre de l'organisation apprenante. On est vraiment sur l'expression des visions individuelles. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous donc, sont familiers avec la démarche appréciative, hein, parce qu'il y a plein de liens avec l'appreciative inquiry. Donc, dans la démarche appréciative, il y a cette phase-là de dream, qu'on appelle la phase de dream, où chacun individuellement va être amené à partager ses souhaits de ce que pourrait être justement ce futur désirable. Et en partageant ses souhaits au niveau du futur désirable en tant qu'individu, avec les autres, on finit par faire émerger ce qu'est notre vision partagée. Donc là, on est dans du bottom-up et c'est cette vision partagée qui remonte au niveau de la direction. Bon, j'espère que je suis clair. Donc, elle est effectivement vitale, cette notion de vision partagée, parce qu'aujourd'hui, quand on voit que les sondages de Gallup depuis des années nous disent, alors je crois que c'est 72% des gens sont désengagés, 13% des gens sont engagés au travail et 7% sont activement désengagés. Ça veut dire qu'on est à plus de 80% de gens désengagés dans les organisations aujourd'hui, et ça fait des années que ça dure. On peut se poser la question, et toute génération confondue, hein, parce qu'on parle beaucoup des jeunes, mais en fait, on s'aperçoit que c'est quel que soit l'âge aujourd'hui et l'ancienneté dans l'organisation. Et souvent, parce qu'il n'y a pas de vision partagée. S'il n'y a pas de vision partagée, il n'y a pas de sens. S'il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'énergie. Et s'il n'y a pas d'énergie, ce n'est pas vivant. Voilà, donc ce n'est pas apprenant. Bon, et pour terminer, la fameuse 5e discipline. Donc, la 5e discipline, c'est la pensée systémique. Et dans le cadre de l'organisation apprenante, cette pensée systémique, c'est la discipline qui consiste à voir les phénomènes dans leur intégralité. Voilà, c'est-à-dire ce qui est important, prendre conscience de la complexité, voilà, prendre conscience de l'interdépendance, prendre conscience que la solution à un endroit du système est potentiellement le problème à un autre endroit du système. Prendre conscience que la décision que je prends maintenant va avoir des conséquences suivant l'activité ou l'industrie dans laquelle je suis, va avoir des conséquences demain, voire dans 10 ans ou 15 ans. Voilà. Alors, une fois de plus, on ne peut pas tout maîtriser, mais introduire quand même cette espèce de conscience que tout est interconnecté. C'est complètement ce qu'on a vécu au moment du Covid aussi. Hein. Pour plein de gens, tout d'un coup, la prise de conscience que voilà, tout est interconnecté et que si en Chine, on arrête de produire dans les usines, ça arrive, ça a des répercussions sur l'activité, l'économie de tous les pays
qui sont impliqués par ça, ou qu'on n'a pas de médicaments, ou qu'on n'a pas de masque. Et là, ça continue avec la crise en Ukraine. Donc, ça veut dire on n'est plus… Il y a une tentation qui est de se replier sur soi-même et très certainement qu'il faut retrouver aussi au niveau local, au niveau de ce que je peux maîtriser à titre personnel ou de ce qu'on peut faire en tant qu'équipe, en tant qu'organisation, cette capacité. Et en même temps, comme dirait l'autre, être conscient que tout ça se fait dans un contexte qui est bien plus global. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère d'avoir été à peu près clair. Juste pour vous dire, avant des questions, si vous en avez, qu'on a développé dans le cadre de Sol une grille de maturité, un outil, après la recherche-action qu'on a menée en 2020, une grille de maturité qui permet, à travers des questionnaires validés scientifiquement, donc, de mesurer la maturité d'une équipe en termes d'apprenance à partir de ces 5 disciplines. Voilà. Donc, ça permet de mesurer en données, ce sont des questionnaires individuels, anonymes. À partir de ça, on a une vision sur les 5 disciplines, un peu comme un spider, de là où on est le collectif. Et donc, avec l'équipe concernée, d'imaginer les solutions qu'on peut développer. Donc, c'est pas on amène des solutions de l'extérieur, mais c'est à partir de cette vision, justement, partagée de la situation, de notre situation en tant que collectif et de la maturité que l'on a en tant qu'équipe apprenante ou collectif apprenant, ben, qu'est-ce qu'on doit travailler, commencer à travailler. Parce que quand on travaille sur des modèles mentaux, on impacte la vision partagée. Quand on travaille la vision partagée, on impacte l'apprendre en équipe, ainsi de suite. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé. J'espère avoir été clair et je suis bien sûr ravi si vous avez des questions d'y répondre. David levait la main. Voilà. À toi, David, si tu veux ouvrir. Voilà. Moi, j'avais une question parce que vous parliez tout à l'heure dans la première discipline que vous abordiez, le lien avec les valeurs. Est-ce qu'il y a aussi un lien, du coup, avec tout ce qui est talent et force de caractère? Alors là, vous demandez à quelqu'un qui est dans la psychologie positive, bien sûr. En tout cas, moi, je le fais. Complètement. Complètement. Sur l'aspect maîtrise personnelle, être en connexion avec ses forces. Où je vous parlais de démarche appréciative. La démarche appréciative, elle est intéressante aussi pour faire connecter un collectif, les individus et le collectif aux forces. Puisque toute l'idée, c'est de capitaliser là-dessus dans la démarche appréciative. C'est-à-dire, on ne part pas effectivement du problème. Ce n'est pas qu'on nie le problème, mais en tout cas, on part du principe que, toujours pareil, si c'est vivant, c'est qu'il y a toujours quelque chose de sain. Voilà. Je travaille par exemple avec un hôpital, qui est l'hôpital Gustave Roussy, qui est le leader européen en matière de recherche sur le cancer. Et ils m'ont fait un beau cadeau. La psychopathologie, ça serait la chimiothérapie. Par moment, c'est nécessaire, c'est indispensable. Selon la chimiothérapie, ça fait aussi beaucoup de dégâts. Et donc, eux, ils travaillent à partir de l'immunothérapie. La chimiothérapie, on traite le mal par le mal, quelque part, mais une fois de plus, par moment, c'est nécessaire. L'immunothérapie, on renforce les défenses immunitaires. Donc, effectivement, dans les forces de caractère, au sens psychologie positive, oui, absolument, je fais le lien. Okay, mais c'est ça qui est intéressant aussi, vous voyez, dans l'organisation apprenante, c'est que, je ne vous connais pas, mais je veux dire, je pense et j'espère que vous allez faire des liens avec d'autres outils, d'autres approches, d'autres démarches, plein de choses, quoi. Merci. Je vous en prie. Une autre question, commentaire, feedback. Je n'ai pas parlé de feedback, mais bien sûr, les feedbacks, super important. Il y a tellement de choses. Voilà, c'est aussi, comme je disais au départ, une ouverture. Hein, chaque sujet, la gouvernance, effectivement, command control, c'est un sujet à part entière. Mais juste pour dire, oui, on ne peut pas imaginer une organisation apprenante avec un fonctionnement autocratique. Donc, de fait, une organisation apprenante, elle passe par un modèle de leadership qui laisse la place à l'initiative. Laissant la place à l'initiative, il laisse la place à l'erreur, parce que l'erreur est pédagogique. Je voulais poser une question, c'était je pense que l'entreprise apprenante, c'est un changement culturel. Est-ce que vous connaissez des exemples d'entreprises dont vous pouvez dire qu'elles sont vraiment des entreprises apprenantes? Donc, pas uniquement du vernis, mais une réalité. C'est comme si on pousse l'histoire
de l'organisation vivante ou de l'être humain vivant, c'est comme si on demandait est-ce que vous connaissez un être humain accompli? Ben, tant qu'il est vivant, il est en phase d'accomplissement. Donc, oui, mais il y a la différence entre le Jedi, Yoda et le Padawan. Oui. Non, mais des organisations qui sont sur ce chemin, je vous parlais de L'Oréal parce que j'y étais, je pense que c'est une organisation qui est une organisation apprenante, Microsoft avec cette notion de growth mindset, Patagonia dans des moins grosses boîtes. Mais je ne sais pas, mais il y a aussi des PME qui sont très apprenantes. J'ai travaillé avec une mairie, avec l'administration d'une mairie, extraordinaire expérience d'un parcours apprenant au niveau de cette équipe, ou de syndicats intercommunaux aussi. Donc, ça ne vaudrait pas la peine de créer une sorte d'award ou de prix pour mettre en évidence et pour que ça puisse devenir des exemples pour d'autres. Si, certainement, mais Sol est une association avec des moyens limités, mais oui, ce serait une très bonne idée. Et en même temps, on s'est posé la question, pour être franc avec vous, on s'est posé la question, moi j'ai pris la présidence il y a 5 ans, hein, le premier mandat, et on avait eu cette idée de créer un label organisation apprenante. Mais ce qui nous a arrêtés, c'est qu'après réflexion, justement, c'est ce que je vous disais, on s'est dit, mais en vertu de quoi on décrète que cette organisation, elle est apprenante? Vous voyez, parce que c'est ça. Vous avez parlé de la grille de maturité. Si vous avez la grille de maturité à un moment. Alors voilà. Là, mais aujourd'hui, ce qui change la donne, c'est qu'effectivement, on a cette fameuse grille de maturité. Et donc, le projet, c'est effectivement qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent cette grille de maturité, qui nous permettent de créer, d'alimenter la recherche, de créer un benchmark, voilà. Tout à fait, mais d'objectiver davantage ce qui sinon aurait été de l'ordre du subjectif. Vous voyez, j'ai la même question par rapport à est-ce qu'on connaît des entreprises qui ont vraiment une culture du feedback? C'est difficile à trouver parce que et quelque part l'apprentissage il vient aussi de l'observation et à partir du moment où on aurait une meilleure vision de quels sont les bons élèves de la classe, les autres élèves peuvent s'améliorer. Oui, tout à fait. Non, je suis bien d'accord. On travaille à ça, à Sol, mais effectivement, je peux pas donner une autre réponse honnête que celle-là. Et frustrante en même temps, je comprends. D'ailleurs, Pascal le souligne dans les commentaires de décréter apprenante à un moment, c'est figer les choses. C'est ça. C'est ce que vous disiez aussi, oui. C'est ça. On est dans du vivant, donc on peut encourager. Voilà. Après, on s'est dit, on va encourager. Mais pas donner un prix. Vous voyez ce que je veux dire, un prix. Parce que là, en plus, on est dans la on est à nouveau dans le modèle du passé, c'est-à-dire le modèle de la compétition et qu'on vit dans le, comment dirais-je, avec tout ce qui est greenwashing, qu'on vit aujourd'hui avec le happy washing. Enfin voilà, tout le monde fait de la diversité, tout le monde fait du climat, tout le monde fait. Et puis, quand on gratte, c'est pas toujours possible. Par contre, tout le monde a le label machin, la certification truc. Ah oui, ça. On peut parler de compétition, on peut parler aussi de jeu, de dynamique positive. Oui, tout à fait. C'est la façon dont on le voit. Complètement. Non, je suis bien d'accord avec vous. C'est que la façon dont on le voit. Non, je crois que c'est un truc. C'est une fille qui a été prise directement par Fabrice. Oui. Moi, je vois l'heure. Comme on s'est normalement, on respecte cette heure-là. Et s'il n'y a pas d'autres questions, juste dire que s'il y en a qui viennent d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à les transmettre. Et surtout, ici, l'activité n'est pas, l'événement n'est pas tout à fait fermé. Ce serait peut-être même un premier pas pour entamer une exploration plus approfondie de l'organisation apprenante et notamment en collaboration avec Sol France. Donc, ça veut dire que dans le futur, on pourrait organiser une activité plus longue où on pourrait peut-être, pour répondre à Luc et à d'autres, partager des exemples. Je vois que David est partant, Anne-Catherine aussi, Antoine. Donc, on va travailler là-dessus et je vais peut-être travailler avec vous aussi pour préparer quelque chose. Donc, voilà.
Voilà. Je veux bien un mot, juste avant de partir dans le chat, voilà, un retour, un feedback, un mot de comment vous repartez. Oui. Enfin, je vois qu'il y en a, mais sympa d'avoir le retour. À Voilà. distance, c'est toujours compliqué, donc super, merci. Oui, il y a beaucoup de merci et de jeux de partie enrichissants, enfin inspirants aussi. Et moi, il me semble aussi que c'était une belle ouverture pour commencer quelque chose et approfondir. Et il y a certainement des choses déjà bien en place dans certaines entreprises et on ne le sait pas et on n'a pas, voilà, ça pourrait renforcer sans doute des dynamiques qui ont démarré. Ok, c'était un plaisir. Je dois dire que j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à travailler en Belgique. Voilà. Ça a toujours été très sympa parce que je trouve que vous avez justement une façon d'aborder les choses bien plus positive spontanément que les Français. Bon, je suis français, mais j'aime bien le côté à la fois pragmatique et puis en même temps très positif et constructif chez les Belges. Ouais. Donc, j'espère que, ouais. Voilà. Oui, on va le faire. En fait, avoir vu les réactions positives des uns et des autres, moi, ça me renforce dans l'idée d'un projet. Donc, on va certainement, bon, pas dans le mois qui suit, mais dans les prochains. Ok, génial. Bon, merci beaucoup, Eric, en tout cas, d'avoir donné de votre temps pour partager tout ça avec nous, partager votre passion, on l'a bien entendu, toutes les pistes d'inspiration aussi qui ouvrent vraiment le champ et les 5 disciplines bien claires. En fait, toutes des portes pour démarrer quelque part. C'est ça. Bon, et merci Véronique pour l'organisation. Avec plaisir. Et au prochain, rendez-vous le 30 juin.